Aulnay Podcast, le patrimoine au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de la richesse du patrimoine aulnaysien et de son histoire. Projet de ville, aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous recevons Alain Barrier et Corinne Loisiel, qui sont membres du Cercle archéologique et historique de la région d'Aulnay, le CARA, bien connu de tous les passionnés d'histoire. Avec nous, il y aura aussi l'auteur-illustrateur Jean-Pierre Joblin, et ensemble, on va parler d'une illustre famille d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est autre que celle de Jules Princé et de ses descendants. Jules Princé, c'était bien sûr un ancien maire d'Aulnay-sous-Bois, mais c'était aussi un écrivain et un artiste, comme sa petite fille Nicole, qui nous a quittés en juin dernier à presque 90 ans. Alain Barrier, bonjour. Bonjour. En quoi est-ce que la personnalité de Jules Princé est intimement liée à l'histoire d'Aulnay et quel a été son apport sur le plan politique et culturel ? Alors, c'est intimement lié à l'histoire, déjà parce qu'on oublie qu'il a été mis en nourrice à Aulnay dès sa petite enfance. Donc on sait qu'il a fait sa scolarité à Aulnay-sous-Bois, parce que les textes disent qu'il est arrivé au début des années 1900, mais enfin il connaissait déjà bien Aulnay-sous-Bois. Et puis c'est aussi premier historien complet d'Aulnay-sous-Bois, puisqu'il a écrit ce livre sur l'histoire de notre ville. Alors un premier manuscrit écrit dès 1905 en se servant des archives de la famille de Gourgues, qui étaient les seigneurs d'Aulnay-sous-Bois. Et la marquise a donc prêté les documents très anciens à Jules Princé pour qu'il puisse rédiger son manuscrit, qui a reçu un prix, le prix Caumartin en 1914, et qui a été publié en 1936 par la famille bien après sa mort. Au niveau politique, le CARA n'est pas là où il est le plus renseigné, mais tout le monde sait qu'il s'est investi très tôt dans la municipalité. En 1908, un document que nous avons témoigne de son action militante pour les élections municipales. C'était un rat de soc, comme on disait à l'époque, voilà. Il sera conseiller municipal en 1919, il est élu maire, mais là, il était aussi conseiller d'arrondissement, conseiller général. Ce qu'il faut noter aussi, c'est au niveau politique, en 1922, on lui doit, avec le préfet Chalel, la désignation d'Aulnay comme chef-lieu de canton. Nous fêtons donc cette année le centenaire du canton. Peut-être que nous allons d'ailleurs l'évoquer dans un prochain bulletin du CARA. Voilà. Donc là, c'est pour le plan politique. Il est mort brutalement à 51 ans en 1924. Au plan culturel, ses compétences sont vastes. Poète, dramaturge, journaliste. Il a son propre journal, L'Impartial. Conférencier. On oublie aussi, et on le sait grâce à sa fiche militaire, qu'il était aussi désigné comme soldat musicien. En fait, il était clarinettiste. Il faut savoir aussi que pendant sa période de l'armée, où il était au camouflage des routes, il n'a pas cessé d'écrire pour l'armée des pièces de théâtre, donc deux, notamment « Qu'est-ce que j'offre ?», avec le jeu de mots sur le maréchal Joffre, et puis l'heure alsacienne, juste après la guerre, pour commémorer les retrouvailles de l'Alsace avec la France. Voilà. Bien entendu, le théâtre au chant. Oui, il était précurseur en matière d'accès à la culture pour tous, grâce au théâtre au chant. Et donc, dans le mouvement d'éducation populaire, qui est propre aussi à la Troisième République, qui a cherché aussi à développer l'accès à la culture pour le peuple, puisqu'on employait le mot peuple de cette façon-là, bien particulière à l'époque. Voilà. Un grand admirateur de Potcher, tu pourras en parler, oui. Corinne. Voilà. Alors, le CARA, on le sait, est attaché à sauvegarder le passé aulnaysien et récemment, justement, l'association a mené un important travail de collecte et de numérisation des écrits de Jules Princé. Comment est-ce que le projet s'est monté ? D'après ce que j'ai compris, les documents dormaient depuis pas mal de temps dans la maison familiale, c'est ça ? Dans le grenier de la maison familiale. Oui. En fait, Princé Nicole avait vraiment le souci de préservation de sa maison. Évidemment, cette maison qui, dans ce grenier, quel jet dangereux, j'ai pas pu y aller, nous n'avons pas pu y aller, elle a descendu progressivement des documents qui dormaient
dans des caisses, dans des coffres, etc. Et elle avait le souci que ces documents de son grand-père ne soient pas perdus ou dispersés, comme les archives de Gourgues ont pu être dispersées par le temps. Alors, donc le CARA se soucie de préserver des documents. Par exemple, nous avons confié aux archives départementales toutes les archives de la seigneurie de Gourgues que nous avions récupérées, rachetées. Et là, donc, ça allait dans le droit fil de notre pratique d'association d'histoire locale, d'aider Nicole à préserver effectivement les archives de son grand-père. C'était important pour elle de faire vivre la mémoire de son grand-père ? Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme document ? Vous avez dû tomber sur des inédits, j'imagine ? Oui, mais je pense que ce serait Corinne qui pourrait le mieux parler. Je pense... Alors, on retrouve en fait des documents liés à l'iconographie théâtrale, du théâtre au chant, c'est assez classique. Donc des manuscrits, des œuvres théâtrales, des programmes, des billets, des photos, des cartes postales, mais aussi des papiers liés à la structure administrative et de divers comités, comme celui du comité de lecture ou des donateurs. Grosso modo, un tiers de ces 2600 documents qui forment le fonds Princet relèvent du théâtre au chant. L'autre tiers concerne des actions menées par Princet en dehors du théâtre au chant. On citera entre autres les pièces de Bolivar ou de La Monnaie, écrites avant la création de son théâtre, des documents relatifs aux célébrations du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, initié par le gouvernement en 1912, et dont Princet était le secrétaire général, mais aussi quelques documents politiques attribués à son mandat de maire. Enfin, le dernier tiers est constitué de nombreuses correspondances avec le ministère des Beaux-Arts qui subventionnera le théâtre au chant, mais aussi avec la municipalité aulnaisienne, des députés, préfets, comédiens, fondateurs, directeurs de théâtre, et enfin des archives collectées par Princet lui-même sur les théâtres de plein air et sur la littérature sous la forme d'articles de journaux. Donc des archives très variées, très riches. Donc vous avez appris des choses en consultant toutes ces archives que vous ignoriez peut-être sur Jules Princet ? La première chose, je reprendrai les termes d'Alain. Concernant la petite histoire, intéressante elle aussi, peu de gens savent en effet que Jules Princet connut Aulnay dès l'âge de 3 ans. Bien qu'il soit né le 10 mai 73 rue Wagram, dans le 17e arrondissement de Paris, sa mère, Céline Princet, camériste de la maison du grand comédien Coquelin, confia en effet son fils unique au couple Lemaire, qui résidait dans l'habitation appelée le Porche aux Hirondelles, rue Jacques Duclos. Ayant rejoint sa mère à 12 ans, l'attachement de Jules Princet pour Aulnay trouve ainsi sa source dans l'enfance. Il fera d'ailleurs part de certaines anecdotes relatives à sa jeunesse dans l'ouvrage Histoire d'Aulnay, paru en 1918, ou lors de diverses conférences données à l'attention des écoles aulnaisiennes. Vous avez classé tous ces documents, il y en avait un paquet, comme vous avez pu nous le dire. Ça a dû être un sacré travail. Ça vous a pris combien de temps, à vous, du CARA, qui, on le rappelle, vous êtes tous des bénévoles ? On a mis 2-3 ans, non, pour numériser. 2-3 ans quand même, ouais. Pour la numérisation des archives, ça s'est tenu entre mai 2017 et juin 2018. Une copie a été remise à Nicole Princet et l'association du CARA. Et une aux archives départementales aussi. La numérisation a été donnée aux archives. Oui. Et on peut les voir aujourd'hui aux archives départementales, ces documents ? Absolument. Oui. C'est à Bobigny, ça ? C'est à Bobigny, oui. Donc on entend bien à vous écouter, Corinne, vous avez toujours été très intéressée par Jules Princet. Ça remonte à loin, puisque, pour la petite histoire, quand vous étiez étudiante en histoire, donc il y a ça un peu plus de 20 ans et des poussières, vous aviez commencé un mémoire sur le théâtre au chant. Et vous l'avez terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, effectivement, il y a 20 ans, j'étais étudiante en histoire à l'université de Villetaneuse. Je me souviens avoir suivi en 3e année un module annuel très intéressant sur l'histoire des banlieues, alors dirigé par l'historien et le sociologue Jacques Giraud. En plus de la dispense de ces cours, il m'avait invité à préparer un mini-mémoire sur notre commune. Me permettant d'effectuer des recherches aux archives municipales, j'avais aussi rencontré certains adhérents de l'association du CARA. Si à l'époque j'avais choisi de présenter la fête printanière aulnaisienne de 1936, je me préparais aussi à choisir un thème de recherche pour mon futur mémoire de maîtrise. Le CARA m'ayant informé de la possibilité de me présenter à Nicole Princet, qui détenait encore les archives de son grand-père, je la rencontrai donc chez elle.
me confiant l'intérêt pour la commune et pour l'histoire théâtrale de rédiger un écrit sur le théâtre au chant. Elle avait aussi évoqué la tentative de sa sœur de réaliser un classement de fonds. J'avais alors commencé à consulter certaines archives chez Nicole et lu quelques pièces de théâtre jouées à Aulnay. L'ampleur du travail, comme le temps me manquant, je dus pourtant me résoudre à abandonner ce projet qui me tenait pourtant à cœur. 20 ans plus tard, plus disponible et plus mûr sans doute, je reprenais contact avec l'association du Cara et leur rappelant ma tentative passée, je proposais de m'investir à nouveau en tant qu'adhérente cette fois-ci. Concrètement, vous pouvez nous rappeler en quoi consistait le théâtre au chant ? Le théâtre au chant, c'est une œuvre qui déjà s'est déroulée entre 1906 et 1921 à Aulnay-sous-Bois. Concernant, elle appartient à un modèle théorique très particulier. Déjà, le théâtre au chant est avant tout un théâtre de nature qui répond à un modèle esthétique se rattachant au courant naturaliste. Le paysage étant la référence centrale, la création de Princesse se voulait sans scène, à même le sol, lui laissant dire « on ne joue pas plus nature que nous qui sommes sur notre théâtre ». Outre son appartenance au théâtre populaire, le théâtre au chant se revendiquait plus précisément des théâtres du peuple, qui se basaient sur la devise « le théâtre par le peuple et pour le peuple ». Je souhaiterais préciser que Princet était un ardent défenseur de la gratuité. Donc il était vraiment attaché à l'accès à la culture pour tous, quoi. Absolument. Avec une idée de décentralisation, puisque tout était centralisé sur Paris, il fallait que le théâtre arrive aussi jusque dans les villages. Voilà. Exactement. En faisant participer la population avec les agriculteurs, avec leurs bœufs, avec leurs charrettes, avec leurs foins. Oui. Ouais. Concernant le phénomène de décentralisation théâtrale porté par les théâtres de plein air au XXe siècle, il sera effectivement initié par Maurice Potécher en 1895 avec la fondation du Théâtre du Peuple de Busan dans les Vosges. Le territoire en 1920 comptait alors plus d'une cinquantaine de théâtres de plein air. Affirmant autant sa solidarité vis-à-vis du mouvement, Princet proposait aussi une trajectoire singulière. S'appuyant sur un lieu, Aulnay, son modèle revendiquait aussi une itinérance départementale. Ainsi, le théâtre au chant s'est produit 2 fois à Montmorency, à Courbevoie, 1 fois à Livry, à Ermenonville et à Meudon. Là, vous avez eu l'aide de Nicole Princet aussi pour faire vos recherches, j'imagine ? Oui, elle m'a aidée, elle m'a permis d'accéder aux documents qui étaient essentiels pour la création de mon travail. Puis le Cara avait racheté aussi les anciennes affiches. Oui. Voilà, une belle collection d'affiches aussi. On s'est rencontrés très simplement, nous sommes vus chez elle dans la maison familiale où certaines photos d'ailleurs de son grand-père demeuraient encore. Elle m'avait montré sa chambre qui était à l'époque le bureau de Jules Princet. Je me souviens lui avoir proposé de réaliser une synthèse de sa carrière. Elle avait volontiers accepté. Nous avions passé 2 jours formidables, elle se rappelant et moi dressant son interminable parcours avec des metteurs en scène des plus prestigieux, comme Jean-Louis Barrault ou Ariane Mouchkine. Décoratrice, sculptrice et costumière, Nicole avait réalisé depuis 1965 des masques, des marionnettes, des bijoux pour les arts du spectacle. Je tiens à signaler que le Centre national de costumes de scène conserve d'ailleurs à Moulins dans l'Allier 4 masques de style Archiboldo réalisés par Nicole pour la pièce L'amour de l'amour mise en scène par Jean-Louis Barrault. On pourra lire votre mémoire un jour quelque part sur le théâtre au chant. Le Cara, j'imagine qu'il va en parler dans un de ses bulletins peut-être. Alors le Cara compte sur Corinne pour nous donner quelques extraits de sa longue recherche, etc. Donc c'est à toi que va revenir la rédaction d'un grand mémoire sur le théâtre au chant, avec notre soutien bien sûr, mais je pense qu'on pourra publier des extraits de cette vaste recherche qui a aussi des aspects théoriques très intéressants et sur la philosophie de l'époque autour de l'éducation populaire. Donc on essaiera de trouver ce qui peut intéresser aussi les Aulnaysiens. On parlait du parcours de Nicole Princet. Vous, Jean-Pierre Joblin, vous qui êtes auteur-illustrateur, notamment en bande dessinée, vous avez bien connu Nicole Princet. C'était une artiste comme vous. Comment est-ce qu'elle a commencé ?
En fait, c'est Nicole, c'est elle qui m'a contacté. Alors moi déjà, quand je passais dans Aulnay, je voyais cette maison, je trouvais ça un petit peu étrange, quoi, cette architecture 18e siècle comme ça, en plein milieu urbain. Et je connaissais pas du tout Nicole à l'époque. Je me disais, tiens, c'est curieux, ça me rappelait un petit peu la maison de la fée dans le téléfilm de Luigi Comencini sur Pinocchio, qui passe dans les années 70. Donc j'étais intrigué. Et puis un jour, pour la maison de l'environnement, je devais animer un atelier de dessin donc sur la physiognomonie. C'est compliqué à dire. C'est très compliqué. La physiognomonie, c'est une pseudoscience, je dis bien une pseudoscience qui consiste à tirer le caractère psychologique d'un personnage en fonction des traits de son visage, qu'il approche plus ou moins de tel ou tel animal, donc il lui conférerait certaines qualités. Donc je travaille là-dessus et puis j'annonce cet atelier. Et sur Facebook, il y a une dame qui me contacte, qui s'appelle Nicole Princet, que je connaissais pas, et qui me dit, moi aussi j'ai travaillé sur la physiognomonie d'après les dessins de Charles Lebrun. Donc Charles Lebrun, c'était le peintre de Louis XIV, qui était le directeur de l'Institut de peinture à l'époque, et des Gobelins d'ailleurs. Et donc elle me dit, écoutez, faudrait que je peux vous montrer mes masques, si vous voulez on se rencontre. Puis je me rends compte qu'elle est au bout de la rue, que c'est qu'elle est dans la fameuse maison que j'avais déjà remarquée. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Nicole. Donc elle est venue me montrer ses photos de masques. Donc tout de suite j'étais frappé, quoi. Et puis on s'est entendu vraiment immédiatement, quoi. Et c'est après qu'elle m'a dit, si tu veux, voilà, moi je suis à la retraite, tu animes des ateliers scolaires, donc comme c'est des ateliers scolaires qui nécessitent parfois des costumes, donc c'est les ateliers CAC, c'est-à-dire culture et art au collège, qui sont financés par le département, et là je suis accompagné par l'association Les Arts d'ailleurs sur certains ateliers. Donc elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de costumes, t'hésites pas, tu fais appel à moi, et puis et je vous fais ça, et ça a démarré comme ça, quoi. Donc elle vous a fourni en costume et qui vous ont servi pour des ateliers scolaires. Voilà, c'est-à-dire que moi j'anime des ateliers scolaires au collège Éric Tabarly de Pavillon-sous-Bois, donc avec une prof de lettres qui s'appelle Claire Diaz. Donc ça faisait longtemps, et on a animé un atelier qui s'appelait les rallonges de la table ronde, donc qui était une parodie un petit peu des films de chevaliers, un petit peu dans l'esprit Kaamelott, ou les Monty Python. Et il se trouvait que moi, dans mes dédicaces de bande dessinée, il y a un festival qui se déroule au château de Montaterre. Donc je suis rentré un petit peu en contact avec les propriétaires du château, et je leur dis, est-ce qu'il serait possible de tourner chez vous, quoi, de faire des films chez vous. Donc pas de problème. C'est en Picardie, hein, c'est ça, Montaterre, dans l'Oise. C'est dans l'Oise, ouais, c'est ça, ouais. Et donc nous sommes venus avec la classe des élèves, et puis donc Nicole avait fait des costumes de chevalier. On avait un roi Arthur formidable d'ailleurs, qui était joué par une fille. C'était étonnant, quoi, qui avait beaucoup d'allant. Donc elle a créé des costumes comme ça c'est une série de films, de petites vidéos qui s'appellent les rallonges de la table ronde. Donc les gamins, c'était des ados, écrivaient les scénarios, les jouaient, et donc on avait un réalisateur, un preneur de son et un vrai château et des vrais costumes absolument magnifiques. Puis après, elle nous a fait aussi une robe. Alors là, c'était étonnant. On avait fait un atelier qui s'appelait un parcours. Donc c'est sur l'année, ces parcours scolaires, qui s'appelait le musée des horreurs. Et donc, on avait besoin qu'une fille opère une rotation de la Terre à 180 degrés dans les horreurs, parmi les autres horreurs. C'est horrifique. Un peu comme dans le film L'Exorcisme. Et donc, je dis à Nicole, voilà, il faudrait que tu nous fasses une robe. Je verrais bien qu'il y a une robe un petit peu dans l'esprit des Ménines de Velázquez. C'est une grande robe très large, un faux corps avec des faux bras. Et on placerait la gamine à l'intérieur de cette structure et sur un tabouret roulant. Et donc elle tournait, et donc la gamine s'est placée dans la structure sur un tabouret roulant. Alors c'était pour une soirée où on entraînait les parents d'élèves dans plein de salles qu'on avait transformées en plein d'univers différents, univers Edgar Poe, univers de Savant Fou. Et puis il y avait à la fin cette salle avec cet automate, ce pseudo-automate qui tournait, ou cette fille qui tournait sur elle-même. Donc voilà, elle a fait notamment donc cette robe. Et puis après, elle nous a fait des sublimes costumes. Alors vraiment là, grande réalisation pour un atelier qui s'appelait Peau de peinture. Et là, on rendait hommage au tricheur à l'as de carreau de Georges de Latour. Et elle nous a fait des costumes 17e siècle absolument extraordinaires, donc bien éclairés et avec une espèce de fond très sombre. Donc on a l'impression de voir le tableau s'animer.
Et donc à l'époque, c'était il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, on était déjà embêtés par le Covid. Donc on avait intégré l'idée du Covid dans le tableau. Donc ça s'appelait Bataille virale. Donc les gamins jouaient aux cartes et donc un seul avait le vaccin. donc ils devaient combattre le Covid. Voilà, ils s'envoyaient des virus. Ils jouaient aux cartes avec des cartes de virus. Et donc ça s'appelait Bataille virale. Et donc pour ça, nous a fait des très beaux costumes. Et alors dans le même atelier, nous avait fait un kimono aussi parce que on avait évoqué la vague du peintre Okuzaï. Et donc c'était un diorama. Alors les gamins agitaient une grande vague découpée, étaient cachés derrière. On avait l'impression que la vague bougeait. Et il y en avait un qui revêtait un kimono et qui disait un des textes d'une chanson qu'on a d'ailleurs passé dans cette émission podcast qui s'appelait Okuzaï, consacré évidemment au fameux tableau. Et donc voilà quoi. Donc et puis sa dernière création, une de ses dernières créations, ce fut, je lui ai demandé, voilà, on a fait un parcours qui s'appelait l'amour. En fait, c'était un faux repas de mariage. Donc les gamins étaient les convives de ce repas et chacun racontait une histoire. Alors les histoires, on faisait se mêler des extraits de chansons populaires à des souvenirs évoqués soit en théâtre d'ombre, soit filmés. Et il y avait une séquence à la fin, puisque le mariage conduisait à l'amour, donc l'amour, le couple envisageait déjà d'avoir des enfants, donc on illustrait la fameuse chanson de Rissé Barrier, 300 millions de spermatozoïdes, et c'est ainsi que Nicole nous a réalisé 9 bonnets de spermatozoïdes. Spermatozoïdes géants, c'est ça? Absolument, avec flagelle, si bien qu'alors, donc la Claire Diaz, la professeure, et moi avons revêtu l'une de ces, on a ces cagoules, et donc on était un petit peu avec des élèves comme les spermatozoïdes. Ça va être un sacré spectacle. Là. Voilà, c'était un peu l'état d'esprit de Woody Allen, les spermatozoïdes de Woody Allen, quoi, qui s'apprêtent à sauter. Donc voilà un peu. Donc c'est-à-dire que Nicole, on pouvait lui demander des choses complètement farfelues, complètement dingues. Elle était absolument partante. Et j'imagine que les enfants aussi, ça devait être génial pour eux de pouvoir comme ça rentrer dans des costumes, d'avoir une mise en scène. Puis alors elle travaillait très très sérieusement, c'est-à-dire qu'elle les traitait vraiment comme des pensionnaires de la comédie française, c'est-à-dire qu'il y avait des prises de mesure, tout ça a été fait très sérieusement. C'est très pro, toujours très pro. Ah ouais. Puis alors après, voyez, attention, il va y avoir un déplacement là, donc le costume, il va bouger comme ça. Il faut faire attention à telle chose, etc. Et les gamins ont adoré, quoi, parce que évidemment, là au début, ils voyaient une dame arriver, moi qui connaissais pas très bien. Alors elle parle un petit peu de sa fameuse carrière qu'on vient d'évoquer. Et puis très vite, ça devenait un peu leur complice, quoi. Et Nicole adorait faire ça, venir avec nous, se marrer. Enfin bon, voilà, c'était formidable. Ce serait bien d'avoir tout ça sur un écrit. Ouais, non, bon, ça, il n'y a pas de problème. Je peux vous faire parvenir plein de documents. Oui, parce que bon, ça serait une façon de garder la mémoire aussi. Oui, pour bien sûr. l'aide de son travail. Bien sûr. Il y a des vidéos aussi. Oui, il y a des vidéos qu'on pourra voir puisque l'association Les Arts va faire à la mi-décembre une exposition à Gainville, au pavillon Gainville. Donc là, on va présenter des costumes qui sont actuellement d'ailleurs dans notre fond de costumes avec Claire Diaz, donc à Tabarly, à Éric Tabarly. On va certainement présenter des masques, évidemment. Il va y avoir des écrits et il va y avoir ces fameux films que je viens d'évoquer, puisqu'on a des captations, on a plein de choses. Oui. Donc je tâcherai de diffuser sur un écran d'ordi ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a plein de choses. C'est calé, ça sera mi-décembre, c'est ça? Oui, c'est mi-décembre. On a les dates exactes peut-être? Alors c'est du 15 au 23 décembre, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 15 au 23 décembre. Et donc ce sera centré sur les créations de Nicole Princé? Alors c'est pas centré sur les créations de Nicole, disons qu'il y a une large évocation du travail de Nicole, histoire de l'avoir encore avec nous cette année. Et donc voilà, ça va s'appeler. Alors le titre est pas encore tout à fait convenu pour l'exposition, mais ça va mêler des paysages et des visages. Voilà, les rapports visage-paysage. L'exposition aura lieu à quel endroit? À Gainville. À Gainville. Voilà. Donc à découvrir prochainement. Donc. Ouais, donc on pourra voir plein de choses encore de Nicole. Voilà, plein de choses de Nicole Princé. Le Cara est sous les toits de Gainville. Hein. Ah bah oui, effectivement. Bien sûr, pas loin. Ouais, ça, vous pourrez échanger absolument. Facilement. Bah voilà, c'est facile. D'accord. Et puis elle vous a aussi influencé dans votre travail, Nicole, oui. Puisque vous aviez monté un spectacle qui s'appelait Monster Songs, et dans ce spectacle, la comédienne porte un masque décoré, voilà. C'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Et donc c'est après avoir vu des planches du XVIIIe siècle, des très belles planches anatomiques, et donc on a fait ce spectacle. Je vais reciter un peu ce spectacle Monster Songs. Ce sont des chansons qui tournent toutes autour du fantastique. Donc elles sont tirées. Alors l'inspiration de ces chansons sont tirées soit de mes livres Monsterland, donc qui sont des livres très illustrés par mon petit camarade Olivier Le Disco. On pourra admirer aussi les dessins. Que l'on salue au passage. Que l'on salue au passage, s'il nous entend.
Et donc, de Monsterland, j'ai tiré un disque, un livre-disque qui s'appelle Monster Songs. Donc, j'ai revisité donc certains thèmes développés dans mes nouvelles en chansons, ou alors des thèmes classiques. Par exemple, on a le corbeau d'Edgar Poe, on a la chevelure de Maupassant, qui est devenue la chanson La Perruque. Donc, on a tout cet univers un petit peu, je dirais, inspiré du romantisme noir 19e siècle, très axé sur le fantastique et l'horreur. Et donc tout ça un côté un petit peu grand guignol, je dirais, quoi. Et donc les musiques sont signées d'un compositeur qui s'appelle Malto, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et c'est interprété par Lou Saint-Agne. Qui est une comédienne. Comédienne, chanteuse, voilà. J'ai vu votre spectacle. Oui. Bien. Ça va être rejoué ailleurs ou ça a été déjà rejoué ailleurs? Alors là, on est en train de voir des choses. Il y a des choses qui se précisent. Notamment, là, on va avoir une petite déclinaison du spectacle. Il y a une médiathèque qui m'a demandé de faire des lectures de classiques de la littérature fantastique et d'horreur. Et donc, je leur ai dit, écoutez, ce qu'on peut faire, moi, je lis la nouvelle ou des extraits de la nouvelle originale de Poe, Maupassant. Et puis Lou Saint-Agne, elle interprète la chanson inspirée de cette nouvelle. D'accord. Donc on va présenter ça. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait calé, mais c'est en janvier, à la mi-janvier, sans doute à l'auditorium de la médiathèque d'Hélice. Voilà. Mais bon, pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est pas encore tout à fait donc, bien. Un projet, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc, pour en revenir à Nicole, donc dans ce spectacle et cette prestation, donc Lou va revêtir donc ce fameux masque décorché. Donc alors j'ai eu cette idée en voyant, comme je disais, les planches anatomiques, et je me dis ce qui serait marrant, c'est d'avoir un œil qui soit amovible en plus de ce masque décorché. Et ça va faire peur, ça. J'espère bien. L'idée était d'asseoir le public, de sidérer le public tout de suite pour capter l'attention immédiatement. Et donc il faut dire que la comédienne donc évolue, elle est en robe 19e siècle, tout à fait dans l'esprit de Garpo. Et elle est accompagnée souvent d'une musicienne qui s'appelle Corinne Kouzma, voilà. Et puis il y a une bande son qui vient compléter avec du vent, des bruits, des cris, etc. Et donc je vois Nicole, je lui dis écoute, est-ce que elle nous avait proposé déjà parce que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Elle nous avait dit moi si vous voulez, je vous fais un masque, si vous avez besoin d'un masque pour votre spectacle, t'hésites pas, tu me le demandes. Puis bon, il fallait avoir l'idée, quoi. Puis je lui dis écoute, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais nous faire un masque décorché avec un œil amovible où on verrait vraiment le masque décorché tel qu'on voit sur certaines planches. Elle me dit oui d'accord, fais-moi un petit croquis pour me dire exactement ce que tu veux. Elle était toujours partante, en fait. Ah, toujours partante. C'est-à-dire qu'il y avait un côté presque je dirais, on va pas dire une folie, mais un enthousiasme adolescent comme ça qui est formidable. Et donc je lui fais un petit dessin. Je lui dis voilà, tu vois l'œil, il faudrait que ça serait bien s'il pouvait s'ouvrir comme ça. Est-ce que tu pourrais trouver un système pour le faire s'ouvrir? Elle me dit oui, t'inquiète pas, on va trouver ça. Et c'est vrai qu'elle trouvait toujours des solutions à tout. Et donc elle nous a fait ce fameux masque décorché. Donc Lou Saint-Agne est venu l'essayer, on l'a essayé chez elle, dans sa maison là-bas, donc on l'a ajusté. Et donc voilà, donc maintenant, et depuis, donc Lou Saint-Agne arbore ce masque assez terrifiant pour rentrer en scène. On pourra le voir à l'exposition, ce masque? Je pense, à moins qu'on soit en vadrouille à circuler pour le spectacle, etc. Mais de toute manière, on le verra puisque j'ai fait des photos de ce masque, voilà, qui va d'ailleurs nous servir d'affiche pour cette prestation, donc lecture chanson. Donc c'est le masque qui est en vedette sur l'affiche, en gros, sur un fond noir, et je pense que ça interpelle. Et on verra d'autres masques à l'exposition? Certainement, oui. Alors on va voir avec les enfants de Nicole et tout un petit peu les masques qu'on peut exposer. Moi j'avais beaucoup apprécié sa traduction du masque du Covid, parce qu'elle l'avait transformé en une espèce de cactus comme ça. Donc Nicole a toujours des idées incroyables. Elle a fait un masque, notamment, le masque à lui seul est un match de tennis. C'est-à-dire que de chaque côté du masque, au milieu on a une balle de tennis, puis de chaque côté du masque, un peu du côté des oreilles, on a des raquettes. C'est original. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment. C'est-à-dire qu'elle avait une longue expérience pour la Comédie Française, puisqu'elle a travaillé à la Comédie Française, pour la Comédie Française dans les années 70. Oui, je pense. 70. Je pense. Oui. Elle en a produit énormément, en plus des costumes. Ouais. Et puis donc, en plus, c'était quelqu'un de vraiment très modeste. C'est-à-dire que moi, j'ai appris petit par petit bout, quoi, qu'elle était. Elle dirigeait pratiquement le costume, l'atelier de costume de la Comédie Française, quoi. Donc elle s'en est jamais vantée, quoi. C'est vraiment quelqu'un de très simple, qui s'intéressait beaucoup aux travaux des autres aussi,
Oui, parce qu'elle restait modeste, mais il faut que, comme le disait Corinne, elle a travaillé avec des grands noms du théâtre. On peut citer Jean-Louis Barrault, Ariane Mnouchkine, Michel Bouquet aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, elle a fait énormément de choses. Et par exemple, là, vous me demandiez tout à l'heure, on peut voir ces masques. Moi, j'ai utilisé deux de ces masques on a sorti un livre, donc avec l'association Les Arts, qui s'appelle Chansons à voir. En fait, ce sont des traductions visuelles de chansons, alors allant de Brassens, Ferré jusqu'à Lily Cube, etc. Et donc, je me suis servi d'un de ces masques qui était assez noir et très beau, et je l'ai mis en scène pour une chanson qui s'appelle Artiste de série noire. Donc, ça donne une impression vraiment un peu inquiétante, comme ça. Et j'ai d'autres masques qu'elle avait fait, je crois, pour une pièce de Shakespeare, des masques de sorcières. Et avec ces masques de sorcières, on a évoqué la chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Donc voilà. Donc, alors, Nicole, c'est vraiment plein de facettes différentes, quoi. Et vous parliez de l'association Les Arts, elle était présente au sein de l'association jusqu'au bout, pendant les expositions, elle était à vos côtés. Ah oui, toujours. Et puis bon, toujours avec un éternel sourire. Partante pour tout le temps, quoi. Vraiment, c'est toujours enthousiaste. Ouais, très, très magnifique. Est-ce qu'elle n'avait pas commencé par la danse? Il me semble. Oui. Il me semble. Au départ, parce qu'elle avait cette démarche de danseuse. Tout à fait. Et je me suis souvent fait cette réflexion. On avait l'impression qu'elle échappait à la pesanteur. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui était vraiment gracieux, qui était vraiment léger, beaucoup d'humour. Et avec cette démarche, effectivement, tout à fait, c'est vrai. Au final, quel souvenir vous en garderez, Corinne, Nicole? Sur le plan humain, qu'est-ce que vous en garderez comme souvenir? Alors, de la femme et de l'artiste, son élégance avant tout, son dynamisme. Et je la remercie encore pour le soutien précieux qu'elle m'apporta. Et vous, Alain? Moi, j'étais frappé par cette grande proximité. On rentrait tout de suite dans une relation intimiste et on plongeait immédiatement dans son histoire personnelle. C'était tout à fait touchant, puisqu'il y avait des liens avec ma propre famille aussi, de par le passé, bien avant ma naissance d'ailleurs. Elle croyait d'ailleurs que j'étais de sa génération, mais non, je n'étais pas de sa génération. C'était celle d'avant moi. D'avant, oui. Voilà. Et vous, Jean-Pierre? C'est ce que je disais, hein, c'est vraiment une légèreté, un enthousiasme, et puis cet éternel sourire comme ça, toujours prête, quoi. Vraiment, c'était quelqu'un de très plaisant à côtoyer. Alors, dans la famille Princet, ce qui est intéressant, c'est qu'on est artiste de père en fils et même de père en fille, puisque le propre père de Nicole, Maurice Princet, il était dans l'écriture et la musique. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, Alain? Oui, alors Nicole m'en a parlé plusieurs fois avec affection et admiration pour ses compétences littéraires, artistiques, aussi pour son humour, parce qu'il était connu aussi pour manier le discours, l'ironie et l'humour. Voilà. Alors, pianiste, oui, il a donné de nombreux concerts. Pierre Tirgorum, notre président du CARA, se souvient que lorsque il les avait invités pour une interview. Il avait dit, attendez, je commençais par le piano. Donc il avait commencé à jouer au piano avant de se donner à cet entretien. D'ailleurs, on a plusieurs cassettes audio de Maurice Princet qu'il faudra qu'on ressorte. Il a écrit un ouvrage sur Frédéric Chopin, d'ailleurs. Alors, c'était un conteur plein de fantaisie. Les titres de ses livres en témoignent. Bâton la charge, Les dieux en tenue de fantaisie, Jonglerie, Le conteur impertinent. Voilà, donc les titres déjà sont évocateurs. C'est un grand bavard, il paraît que c'était impossible de l'arrêter. Voilà, bon. Quand il commençait à parler, c'était la folie. Journaliste, à la mort de son père en 1924, il a repris la direction de l'Impartial, dont l'imprimerie était juste devant la maison. D'ailleurs, c'était une espèce de cube juste devant la maison, qui a été détruit par la suite. Et il a dirigé cet Impartial jusqu'en 1930. Il était speaker à l'ORTF. Autrefois, on employait le mot speaker, il a disparu. Ça fait un peu daté, mais... Il n'y a plus de speaker. Pendant 39-45, il a valu quelques problèmes, mais il a été bien défendu par le docteur Perdis, qui était le grand résistant aulnésien, voilà, dont la maison a été explosée par les Allemands, d'ailleurs, pour fait de résistance. Il n'a jamais fait de politique. Je pense qu'il a été guéri de la politique par l'épisode de la guerre. Il était très ironique sur les questions politiques. Il a été comédien de la troupe de Paul Castan pendant 7 ans.
Puis à nouveau à l'ORTF jusqu'à la dissolution en 1969. Donc il est décédé en 1984. Voilà pour Maurice Princet. Donc c'était un artiste à part entière. Donc on comprend que dans la famille, il y avait cette fibre artistique. Ça a beaucoup inspiré Nicole, j'imagine. Un grand-père artiste, un père artiste. Forcément, elle aussi, elle s'est dirigée vers cette voie. Oui, puis il y a des documents du Cara où on voit le grand-père. Donc il est carrément avec toute la bohème montmartroise, les Carcos, les Macorlan, Aristide Bruand, Lautrec. C'est le rêve, quoi, c'est incroyable. Et donc il était copain aussi avec Marcel Leguet, qui est considéré comme l'un des premiers chansonniers de Montmartre, et puis il était lié plus ou moins à la commune libre de Montmartre, d'après ce que j'ai pu voir. J'ai pas amené la liste avec moi, oui. Oui, je crois que moi j'ai repéré Lautrec, il a fréquenté Lautrec, Satie, je pense qu'il a même dû voir Picasso. Ah, de grands noms quand même, de la peinture. Ouais, non, mais c'est vraiment toute cette époque, toute cette époque de Montmartre. Ouais. Et je parlais de Marcel Leguet. Marcel Leguet était assez copain avec un chansonnier de Montmartre qui s'appelle Gaston Coutet, dont j'adapte en ce moment des textes en bande dessinée. Donc il a vraiment fréquenté tout ce milieu plutôt de tendance libertaire, quoi, qui était toujours prêt à faire des canulars. On se souvient peut-être de Coucher de soleil sur l'Adriatique, qui est un canular qui avait consisté à prendre la queue d'un âne. Je crois qu'il y avait Roland d'Orgelès dans la bande. Il y avait le père Frédé qui dirigeait le Lapin Agile. Et donc ils avaient trempé la queue d'un âne dans un pot de peinture ou des pots de peinture, oui. Et l'âne paisiblement avait battu sa queue contre une toile. Et il avait présenté un salon de peinture. Il a reçu un prix, peut-être. Et alors, non, je sais plus s'il a reçu un prix. Il y a eu des critiques très éminentes, très éminents. Et donc, ils l'ont intitulé, ce tableau, Coucher de soleil sur l'Adriatique. Et le peintre s'appelait Boronali. Donc Boronali, c'est l'anagramme d'Ali Boron, donc le nom qu'on donne aux ânes dans les contes, etc., quoi. Et donc voilà, donc toute cette bande là de Montmartroise était toujours prête à faire des canulars. De Jules Princet qui s'appelle Ali Boron. Ali Boron. Voilà. Oui. Lors du théâtre chant. Avec un âne. Avec un âne, oui. Ah bah voilà. Qui en chantant faisait venir la pluie. Donc voilà. D'accord. Oui, bah tout ça est vraiment dans l'esprit. Voilà, de Montmartre. Donc il était adulé des agriculteurs, il devenait la référence. Bien sûr, voilà. D'accord. Ouais, ok. Il y en aurait à dire sur la période et sur l'époque, ça mériterait un livre à part entière. Oui. Il y a vraiment, c'est tellement riche. Il y a des gens comme Jules Jouy qui ont créé des chansons, etc. Enfin bon, c'est incroyable. Il y a eu un creuset artistique extraordinaire, quoi. Là, fabuleux, quoi. Dont une part vient d'Aulnay, quoi. Enfin, il y a des origines aulnaysiennes. Voilà, donc il y avait en tout cas, il y avait un Aulnaysien et pas des moindres parmi cette bande, quoi. Bon, en tout cas, merci à tous pour toutes ces informations précieuses sur l'histoire d'Aulnay et qui perdure encore aujourd'hui, puisque l'héritage de Jules Princet, de Nicole Princet sont toujours présents. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast Made in Aulnay. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Si, au revoir. Au revoir. Aulnay Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% aulnaysien, où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié, en direct de la Maison des Projets du Patrimoine.